Salut, bonjour à tous. Merci de prendre ce rendez-vous sur Canal 3. C'est votre matinale Actu Matin. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information et les toutes premières sont à la une des parutions du jour et ce sera avec Wahab Alipara que vous aurez dans un instant. L'info ce matin fait écho des décisions du dernier Conseil des ministres avant les vacances gouvernementales du 2 août au lendemain du 1er août consacré à la célébration des 61 ans d'indépendance du Bénin, une célébration qui se fera dans la sobriété totale et c'est donc acté. Parlant justement des décisions du Conseil des ministres, la Société des ciments du Bénin installée au cœur de la zone commerciale de Ganri à Cotonou est appelée à quitter le site. L'activité industrielle dans cette zone de grande concentration humaine crée d'importants dommages et le gouvernement confirme le délai du 30 juin pour le déménagement de l'usine. Soulagement pour les riverains, des contraintes par contre pour les responsables de l'unité de production, les contours de la délocalisation en discussion ce matin en plateau avec les débatteurs. On reviendra également sur les performances des candidats à l'examen du baccalauréat. Comme vous le savez, on note une certaine désaffection pour les séries scientifiques, notamment la série C. Mais depuis quelques années, c'est bien cette série qui tient la dragée haute à toutes les autres à l'examen du bac. Cette année encore, les 3 premiers viennent de la série C. Une performance qui mérite bien analyse en plateau. On sera avec les débatteurs au forum juste après le mini-journal de Ingrid Den. Nous sommes jeudi, vous aurez Doura Lex avec Herman Aniabossou, les sports avec Ali Moumouni, ce sera en deuxième partie et puis en fin d'édition, Narcisse Alossé nous fera le point de l'actualité telle que relayée dans la presse nationale ce jour. Wahab Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là et merci de nous gratifier de votre sourire matinal. Je reviens dans un instant juste après cette pub. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, nous partons tout droit dans les rédactions de la presse écrite à travers les unes des parutions du jour. Et c'est avec vous pour ce rendez-vous, Wahab Alipara. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Vous l'avez dit en préambule, les membres du gouvernement se sont rencontrés hier et ensemble ils ont pris d'importantes décisions. Les parutions ce matin en pâle. On va commencer par Fraternité qui nous annonce donc que au ministère de l'économie et des finances, Adam Afodende est promu directeur général du secteur financier et le journal nous propose le parcours d'un bon cadre. Rapport de l'ONG Watered sur les changements climatiques, des chiffres inquiétants pour l'avenir et la planète. Congé gouvernemental, 3 semaines de repos pour le président Patrice Talon et ses ministres. Décentralisation des services de l'ANIP, Abomey Calavi, ambiance d'une journée surchargée. Un quartier, une histoire au cœur de Zogbo, le village de La Crue. À la une maintenant du quotidien Le Challenge, projet de délocalisation de la Société des ciments du Bénin. Le gouvernement règle un problème environnemental de taille. Examen du baccalauréat session de juin 2021. 259 candidats obtiennent la mention très bien. Matin libre, Bénin, organisation et délivrance du permis de conduire, les candidats sur la braise. Assainissement fluvial de Parakou, Ibrahim Farah remercie le président Patrice Talon. Et puis baccalauréat 2021, les 3 premiers des scientifiques.
Afrique Express, arrondissement de Guéné dans la commune de Malanville, le gouvernement déploie une opération de sécurisation et de rétablissement de l'ordre. Présidence de la République, le gouvernement en congé dès le 2 août. Ils vont reprendre le 23 août, nous apprend Afrique Express. Dynamisme Info, 1er août, décès de Rosine Vieira Soglo, actualité en Côte d'Ivoire, de motivation et une raison pour faire baisser la tension au Bénin. Et puis spéciale indépendance pour les prévenus dans le dossier 39 hectares. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. Jamais ces férus soutiens de Patrice Talon n'auraient imaginé de tels scénarios. Quotidien d'Abarou, job de vacances, des activités économiques rentables à haut risque. Et puis réunion du réseau francophone des ministres du numérique. L'événement se tiendra au Bénin les 2 et 3 septembre prochains. La relève info, manœuvre et déstabilisation du parti Mowel Bénin, à qui profite la cabale contre le président Jacques Ayagi, s'interroge le journal. Et puis Gagnou Soglo, fils de l'ex-président Dieudonné Soglo, à propos de sa défunte mère Mama Rosine Vieira Soglo, on peut être une femme forte, mais assoiffée d'amour. Le journal qui nous propose l'intégralité du témoignage du fils Galiou Soglo. Quotidien Palmarès, baccalauréat session de juin 2021, le premier au plan national a obtenu 18,66 sur 20. Il vient de la série D, nous apprend Palmarès. Et puis au total, 259 mentions très bien ont été obtenues pour cette année. Affrontement meurtrier entre éleveurs et agriculteurs à Malanville. Le gouvernement prend la mesure de la situation. La Nation, quotidien La Nation, zone commerciale de Ganhi, la délocalisation de la SCB acté. Et puis affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Malanville, des forces de sécurité déployées pour un retour à la normale. Le chasseur info, direction de l'office du baccalauréat. Voici le classement des meilleurs au bac 2021. 259 mentions très bien. 6 bacheliers ont une moyenne supérieure à 18 sur 20. 58 admis ont une moyenne supérieure à 17 sur 20. Godomé Fréjus Josué est premier au bac 2021 avec 18,66 sur 20. La série D définitivement en tête, nous apprend le chasseur info. 7 collèges ont enregistré 0% d'admis cette année, nous apprend toujours chasseur info. Info matin à présent, campagne de dénigrement contre la Sogema, Raoul Nyolonfou et Hamzat Aguemon condamné. Activité gouvernementale, le gouvernement en congé dès le 2 août prochain. L'autre quotidien, mise en place de l'Institut national pour la promotion de la femme, le gouvernement pose un acte concret, lutte contre la pollution. La cimenterie de la SCB doit être délocalisée de Ganhi incessamment. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apporte cette information. Nous apprenons donc que Adam Afo Dende est promu directeur général du secteur financier. Le journal qui nous propose également le parcours de Afo Dende. Et le journal qui parle de cet homme qui a relevé de nombreux défis en matière des finances publiques en République du Bénin. Il est donc promu directeur général du service financier au ministère de l'économie et des finances. Une nouvelle direction générale créée du fait des réformes en vigueur, et ce cadre mérite au parcours exceptionnel est donc le premier technocrate à occuper ce poste de responsabilité dans notre pays, le Bénin. C'était donc la une des journaux avec Wahab Ali Kwaram. On reviendra sur l'essentiel de l'actualité en fin d'édition avec Narcisse Lossé qui depuis 6 heures lit pour nous la presse nationale. Restez donc avec nous. Les informations en images à présent avec la rédaction de Canal 3 Bénin, ici représentée par Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Voici les titres.
Le maire de Sebin-Podji, Jonas Benameto, était ce mardi à Ekpe et à Blangandan, 2 arrondissements de sa commune. Il est allé libérer les emprises de plusieurs voies de ces 2 arrondissements prévus pour être pavés, et ceci dans le cadre du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Cotonou a abrité ce mercredi un événement dénommé Fusion, initié par MTN Business. Il s'agit d'une plateforme qui a pour objectif de tirer parti des partenariats pour stimuler l'innovation, les nouvelles solutions et la couverture du marché. Voilà, le développement des titres dans un instant. La pause. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Eh bien, dans l'actualité ce matin sur Actu Matin, on parle de cette opération de libération des voies dans la commune de Sebin-Podji. Le maire, Jonas Benameto, était donc sur le terrain mardi dernier. Il est allé libérer les emprises de plusieurs voies des arrondissements de Ekpe et à Blangandan. Ces axes prévus pour être pavés dans le cadre du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Emma Rodanou nous fait ici le point. Le maire de Sebin-Podji et plusieurs membres de son conseil communal sur le terrain pour la libération des emprises du tronçon marché-Ouissi, Tchonvi, passant par la localité d'Agbolokun. L'opération doit en effet permettre au programme d'adaptation des villes au changement climatique, PAVIC, qui a pris en compte l'aménagement et le revêtement en pavé de plusieurs voies des arrondissements de Ekpe et de Agbolangandan, de réellement démarrer. Les populations concernées ont été informées et dédommagées depuis fort longtemps et cette opération n'est en réalité que pour aider ceux qui traînent encore les pas à partir. Ce projet nous a fait courir tout le temps. Toute l'équipe était mobilisée pour respecter les délais et les conditionnalités pour que le projet voit effectivement le jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase préliminaire d'opérationnalisation. Et cette phase n'est pas en fait une opération de déguerpissement parce que c'est une opération de ratissage. Parce que les populations elles-mêmes, ayant attendu longtemps le projet, nous ont aidés à enlever tout ce qui pourrait servir d'obstacle, mais cependant, il reste un ratissage que nous sommes venus faire. Cette opération de libération des emprises s'est jusque-là déroulée en parfaite osmose avec les populations. Pour avoir de l'omelette, il faut casser les œufs. Donc voilà, nous sommes en train de faire un nettoyage parce que la population d'abord nous a aidés à enlever des guépis. Donc ce que vous le voyez là, rien que le débris. Ce que le développement fait là, c'est bon quand même. Parce que s'il y a la route dans le pays, tout ça va propre. Les autorités de la commune de Sebin-Podji ont joué leur partition et n'attendent que la mise en route de ce programme PAVIC qui, à terme, va fortement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des arrondissements de Ekpe et d'Agbolangandan. Et puis, les cadres de l'agence pénitentiaire du Bénin participent depuis hier mercredi à un atelier consacré à la prévalidation du guide du surveillant pénitentiaire. Ingrid.
Le rendez-vous vise à doter cette agence d'un document capital à même de l'aider à assurer efficacement et dans le respect des normes internationales la garde et la surveillance des détenus dans les prisons civiles et maisons d'arrêt du Bénin. Les précisions dans ce reportage de Oulia Sanoussi et d'Aoumpevi. Cet atelier de prévalidation du guide du surveillant pénitentiaire intervient un mois après celui organisé à Poso-Tomé pour son élaboration. Un document important destiné aux surveillants de base, aux agents d'encadrement ainsi qu'à leur hiérarchie. La mission de sécurité de l'administration pénitentiaire consiste à assurer une sécurité optimale dans les établissements pénitentiaires en prévenant les évasions, les mutineries, les agressions envers le personnel et toutes sortes de violences carcérales. La sécurité active, celle qui va être le fait des hommes, demande à ce que chaque geste professionnel soit défini par une procédure claire qui fixe en détail le mode opératoire. La tenue d'un poste de travail s'analyse dans le respect d'un nombre connu de procédures, la maîtrise de ces procédures étant en elle-même génératrice d'identité professionnelle car elle donne un sens au métier que le surveillant accomplit. Dans la réalisation des grandes réformes attendues d'elle, l'Agence pénitentiaire du Bénin est appuyée par le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et la reddition des comptes au Bénin, PAGREC 2, de même que par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce guide, faut-il le souligner, contribuera à améliorer la connaissance de la réglementation nationale et des standards internationaux applicables en matière carcérale. L'appropriation et la maîtrise par ce personnel de son rôle et de ses attributions permettra sans doute d'assurer un fonctionnement harmonieux de tout lieu de détention. Il permettra également au personnel pénitentiaire d'avoir une connaissance exhaustive de l'établissement et de bénéficier d'un programme régulier de renforcement de capacités pour mieux accomplir sa mission. L'Agence pénitentiaire du Bénin est sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Législation, conformément au décret 2017-572 du 13 décembre 2017. Depuis lors, de nombreux défis ont été relevés en ce qui concerne la mise en œuvre des différentes réformes du gouvernement en matière pénitentiaire. Et ce guide fait partie de ces initiatives. Ce document fixe les rôles du surveillant pénitentiaire et les lignes directives qui régissent désormais les relations de celui-ci à la fois avec les détenus et les intervenants pénitentiaires. L'atelier de ce jour, mercredi 28 juillet 2021, qui se tient à l'Infosec de Cotonou, permettra de prévalider ce document important pour le bon fonctionnement des établissements pénitentiaires en République du Bénin. Tout en comptant sur l'expertise des participants, l'autorité espère qu'au terme de cet atelier sortira un document répondant aux normes, débarrassé de tous les écueils et prêt pour l'étape suivante, celle de validation par le conseil d'administration de l'Agence pénitentiaire du Bénin. Les acteurs du monde industriel du Bénin ont décidé de fédérer leurs énergies pour mieux défendre leurs intérêts. Pour preuve, ils ont mis sur pied un creuset dénommé la Fédération nationale des associations et groupements d'industrie du Bénin. Et c'est à l'occasion d'une rencontre qui s'est déroulée ce mercredi à Cotonou, nous rapporte Teddy Goudalo. C'est le rêve des associations et groupements industriels du Bénin qui se concrétise à cette ultime rencontre. Après concertation, les différents creusets du corps ont décidé de créer une fédération nationale pour mieux défendre leurs intérêts. D'où ce rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ensemble, on est plus fort. Donc, nous étions déjà en association au niveau du secteur cimentier. Et cette fois-ci, nous allons nous retrouver en fédération au niveau de tous les industriels du Bénin. Et les problèmes qui se posent dans l'industrie ne sont pas les mêmes problèmes que le commerce. Alors, lorsque nous arrivons à nous retrouver ensemble, tous ceux qui s'intéressent à la transformation de la matière première en des produits made in Bénin pour pouvoir les vendre soit localement ou les vendre à l'extérieur, je crois que nous pouvons peut-être aller loin.
Cette rencontre des acteurs concernés va permettre de mettre sur pied les différents organes dirigeants de la fédération. Une initiative que salue la CCIB qui envisage d'ailleurs accompagner ces entreprises pour l'atteinte des objectifs. Car la Fédération des associations et groupements professionnels que vous vous apprêtez à mettre sur les fonds baptismaux est l'un des ingrédients indispensables à chaque fois que le secteur privé fera un progrès décisif. C'est parce que les industriels ont parlé d'une même et une seule voix. Il a fallu du temps, des sacrifices, des compromis, de l'objectivité et de la discipline collective de la part des acteurs du secteur pour concrétiser cette ambition. Compte tenu du rôle de l'industrie dans le développement des nations, il est devenu impérieux que le secteur privé industriel s'organise véritablement pour constituer l'interlocuteur réel et valable des instances de décision et parler d'une seule et unique voix. De belles perspectives sont déjà envisagées pour le secteur de l'industrie béninoise. Et les membres de la Fédération nationale des associations et groupements d'industrie du Bénin espèrent un regard particulier du chef de l'État vis-à-vis de ce creuset national. On va parler maintenant de cette initiative de MTN Business, son nom Fusion. Il s'agit d'une plateforme pour booster la transformation digitale du Bénin dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle a été lancée hier à Cotonou. Elvis Tongouin, Ulrich Kaba. Au niveau du groupe MTN, la gestion de risque est positionnée comme un atout stratégique qui permet donc de réaliser tout le potentiel, mais aussi les objectifs de l'entreprise. Nous voulons être à l'avant-garde de la future des solutions digitales pour le progrès de l'Afrique. Waouh, encore un autre engagement. Créer et animer un écosystème dynamique de partenaires compétitifs qui partagent les valeurs de MTN pour autonomiser les PME, stimuler l'innovation et l'efficacité pour les grandes entreprises et le secteur public, c'est la mission principale de Fusion, une plateforme mise en place par MTN Business, la division chargée de développer les solutions professionnelles aux entreprises et aux organisations. L'événement s'appelle Fusion et c'est l'opportunité pour nous vraiment de pouvoir créer, lancer la plateforme de partenariat qui consiste réellement à ouvrir nos ressources, nos potentialités pour permettre à un grand nombre de professionnels de pouvoir collaborer avec nous dans le but commun de prospérer ensemble. C'est également aussi donner l'opportunité à d'autres professionnels de pouvoir réussir leur ambition également, de pouvoir prospérer grâce à notre plateforme, grâce à nos solutions. Ce programme intègre aussi bien les anciens partenaires de MTN et les nouveaux recensés après un appel à manifestation d'intérêt de projet. L'objectif est de pouvoir ensemble partager la vision de transformation digitale du Bénin. Ce que nous attendons vraiment de ces partenaires, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer autour de 3 programmes de partenariat que nous offrons, le programme de partenariat de distribution, le partenariat technologique et le partenariat de capacité. De pouvoir nous challenger pour nous dire vraiment comment ils se sentent confortables par rapport à ces partenariats, est-ce qu'il y a des zones d'ombre qui voudraient qu'on clarifie. Donc on a envie vraiment de recevoir de leur part des commentaires, les avis sur les propositions. Deuxièmement, nous voulons également qu'ils puissent nous proposer, nous présenter leurs propres projets, leurs désirs, leurs souhaits, leurs ambitions, pour qu'ensemble on voit dans quelle mesure nous puissions nous mettre ensemble, collaborer et être en mesure de réaliser ce que nous appelons la prospérité partagée. Donc dans les deux sens, nous avons nos attentes que je viens d'exprimer, mais nous sommes sûrs également, eux-mêmes aussi, ils ont des attentes et nous sommes prêts à les prendre en considération. Pour le représentant du ministre du Numérique et de la Digitalisation empêché, cet événement dénote de la grandeur de la vision de MTN Bénin qui accompagne déjà le gouvernement béninois dans les réformes numériques. Selon les initiateurs, l'objectif est de tirer parti des partenariats pour stimuler l'innovation, les nouvelles solutions et la couverture du marché. Éducation maintenant pour boucler cette édition. Les meilleurs lauréats au baccalauréat session de juin 2021 au Bénin sont désormais connus. On enregistre au total
59 mentions. Très bien, le premier au plan national nous vient d'un collège privé de Calavi avec une moyenne de 18,66. Son nom, Godémen Josué Fréjus. On écoute le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, qui nous présente ici les 10 premiers au baccalauréat 2021. 10e, Mademoiselle Dassi Zéjoukwego, Aline Flora Chancel, qui a eu 17,81%. Elle nous vient du lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Natitengo. Donc, mention très bien. C'est la série D. 9e, Monsieur Onyosu Ayolalua Oyewale Belive Jospin. Alors, il nous vient de Paubert, du collège Les cours de soutien scolaire, mention très bien, 17,86. Toujours allant vers le premier, Monsieur Wissino Sulpice Deogracias, CG de Abomey, série D. Donc mention très bien, avec 17,86. Le 7e, Monsieur Tovichede Daniel Naemi Clécimin. Alors, il nous vient du collège catholique, les cours de soutien scolaire de Cotonou, série D. Mention très bien, 17,95. Ensuite, le 6e, Mademoiselle Laurento Chariel, Wefa Chancelier Moïbat, série G2, Collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, mention très bien avec 18,050. 5e, Monsieur Medenou Sonayon Gabriel, série C, qui nous vient de CG, collège public, hein, CG de l'unité à Porto Novo, mention très bien, c'est la série C. 18,13. 4e, Godonou Michel Rocard Thierry, série C, qui nous vient du collège catholique Hibiscus de Paracou. Mention très bien, 18,23. 3e, Monsieur Tchani Yakoubou Fetou Hamdan, série C, Collège catholique Saint-Augustin de Natitengo. Mention très bien, moyenne 18,31. La 2e, Mademoiselle Gaga Christelle, Yacinde Elom, série C, qui nous vient du lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Natitengo, très bien, 18,31. Et le lauréat, le premier, c'est Monsieur Godémen Josué Fréjus, de la série D, qui nous vient du collège Sainte-Paquita de Calavi. Mention très bien, 18,66, c'est-à-dire 18 forts. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Actu Matin, mais avant, on fait un tour à la régie. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin
Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès, d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Ensemble, célébrons le foot devant l'UEFA Euro 2020 en direct et en HD sur les chaînes Canal+ Sport. Et pour profiter du meilleur des bouquets Canal+, réabonnez-vous à la formule supérieure pour bénéficier de 30 jours à Évasion Plus ou tout Canal+. Par exemple, si vous êtes abonné à la formule Access, réabonnez-vous à Évasion et obtenez Évasion Plus pendant 30 jours. Et si vous êtes abonné à la formule Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus pour gagner 30 jours à tout Canal+. Réabonnez-vous vite. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Ensemble, célébrons le foot devant l'UEFA Euro 2020 en direct et en HD sur les chaînes Canal+ Sport. Et pour profiter du meilleur des bouquets Canal+, réabonnez-vous à la formule supérieure pour bénéficier de 30 jours à Évasion Plus ou tout Canal+. Par exemple, si vous êtes abonné à la formule Access, réabonnez-vous à Évasion et obtenez Évasion Plus pendant 30 jours. Et si vous êtes abonné à la formule Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus pour gagner 30 jours à tout Canal+. Réabonnez-vous vite. Allez, merci de nous rester fidèles. 7h38 minutes sur Canal 3. Vous êtes sur Actu Matin. Si vous nous rejoignez, c'est le forum de discussion à partir de cet instant avec les débatteurs que nous avons. Herman Parfait Anyamboussou, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour André Dossa, bienvenue. Et Wakhabali Kwara, rebonjour. Eh bien, ce matin, nous allons aborder, je dirais, 3, 4 sujets. On va commencer par les décisions prises en Conseil des ministres
avec la Société des ciments du Bénin qui est appelée à délocaliser son outil industriel. L'usine est sommée de déménager au plus tard le 30 juin 2022. On reviendra également sur ce problème récurrent entre agriculteurs et éleveurs. Eh bien, ça ne va toujours pas avec ces affrontements. La cohabitation qui reste toujours difficile. Le gouvernement qui a pris des mesures urgentes à Malanville suite à cette dernière manifestation de colère entre ces deux acteurs du tissu économique béninois. Et puis les vacances gouvernementales pour 3 semaines. On reviendra également sur les statistiques du baccalauréat 2021. Le premier sujet, c'est bien sûr cette société des ciments du Bénin à Ganri qui devra déménager. L'usine est sommée de délocaliser son installation au plus tard le 30 juin 2022. Alors, cher monsieur, est-ce un soulagement pour les populations riveraines qui se sont toujours plaintes du fait qu'il y a pollution de l'environnement à ce niveau depuis plusieurs années déjà, André Doussa? Oui, vous savez qu'on a fait beaucoup de production sur la position de cette usine, d'abord par rapport à l'environnement, mais aussi à la santé. Beaucoup de plaintes des riverains nous sont parvenus et qui ont suscité des reportages. Aujourd'hui, si le gouvernement décide de rappeler en réalité à cette usine qu'elle doit avoir donc à déménager, je crois que c'est que le gouvernement a suivi et à l'écoute des populations. Et c'est très important de le souligner parce que dans le Conseil des ministres, c'est qu'un rappel, c'est un piqûre de rappel parce qu'on avait déjà, me semble, donné un ultimatum à cette usine jusqu'au 30 juin 2022. Vous savez que quand on parle d'une usine de ciment, c'est d'un point de vue environnemental, ça requiert un certain nombre de précautions. Vous voyez. Et puis cette usine est située à Ganri, qui est un centre commercial, une zone de forte concentration urbaine. Je crois qu'il va de soi qu'on ne peut quand même pas implanter une telle usine dans pareille zone. Et puis ça juste aussi la direction départementale de la santé, de l'Atlantique, où actuellement beaucoup de citoyens se font vacciner. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte de la prise de cette décision. L'usine, je crois qu'ils ont eu suffisamment de temps pour prendre des dispositions et organiser leur déménagement. D'autant plus d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de zones industrielles sont aménagées, réhabilitées, viabilisées dans le pays. Je crois qu'ils ne devraient pas avoir trop de difficultés à se déplacer. Et il faut souhaiter que le gouvernement puisse étendre cette vigilance à d'autres zones où des citoyens subissent les désagréments liés à l'implantation d'usines, que ce soit des cimenteries ou autres. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon regard. Je suis en train de sortir de Cotonou pour Semenkodji. Voilà, pour Semenkodji, où également une situation pareille prévaut en ce moment. On rappelle quand même que suite à ce que vous dites, qu'il y a une zone économique industrielle qui est en train d'être créée du côté de Glodjigbe. Alors revenons à cette situation avec cette décision prise par le gouvernement. On rappelle que c'était depuis juin 2020, que le gouvernement a demandé aux responsables de cette structure de proposer un plan de déménagement de l'unité de production pour au plus tard le 30 juin 2022, que le gouvernement revienne là-dessus en Conseil des ministres hier au Wahab Ali Kwara. Ça va être une excellente nouvelle pour les populations riveraines, mais d'un autre côté, forcément, il doit y avoir des contraintes pour les responsables de cette société. Oui, il faut dire que c'est une décision à double tranchant. Bonne nouvelle, comme vous l'avez dit, à tous ceux-là qui, par le passé, se plaignaient de la position géographique actuelle de la Société des ciments du Bénin, en raison donc des effets qu'il faut qualifier de néfastes sur la santé des populations. Mais
comprenez, n'est-ce pas, combien c'est difficile aussi pour une entreprise qui a 50 années d'expérience et qui a connu sur cette place-là de se déplacer. Maintenant, c'est le développement de la ville qui a rattrapé cette entreprise. Oui, c'est tout de même difficile. Il faut le reconnaître, quel que soit ce qu'on dit, c'est tout de même difficile. Cependant, il faut évaluer les raisons qui amènent à se délocaliser. On pose les questions de santé publique. On ne saurait en aucun cas justifier, acheter la santé. On ne saurait en aucun cas justifier le fait qu'on a une ancienneté sur le terrain et ne pas se déplacer. On ne va même pas parler d'ultimatum. Je pense que le gouvernement avait tout simplement attiré l'attention de la société, n'est-ce pas, depuis 2020, donc lui donna 2 ans, n'est-ce pas, pour se déplacer. C'est encore une fois, comme l'a dit André, un rappel à l'endroit des responsables de cette société afin qu'elle se déplace. Ce qu'il faut comprendre désormais, ne même pas avoir d'inquiétude quand on est à la position de la SCB, c'est que la clientèle n'aura pas... Ça ne va pas jouer sur la clientèle. On a travaillé depuis au moins 2014 et on a évolué avec le régime actuel à ce que la production nationale des cimenteries, quand vous voyez les statistiques au niveau du ministère du Commerce, à ce que la production nationale des ciments au Bénin puisse nous permettre de réaliser les infrastructures sans faire appel, n'est-ce pas, aux pays de la sous-région. C'est déjà un exploit. Ça veut dire qu'il s'agira juste de déplacer. Ça constitue des contraintes pour les responsables. Une délocalisation pareille va coûter. Ça c'est clair. Voilà là où se posent les questions de contraintes. Mais si l'inquiétude pour la SCB est liée juste à une perte de clientèle, genre quand on dit vous avez une boutique et vous êtes reconnu à tel emplacement, voilà. Donc c'est juste cela. Mais on pose une question de santé publique. Il faut la consommation de ciment, voilà. C'est en tout cas l'utilisation, on sait ce que ça vaut chez nous, la République du Bénin. Même s'il y a délocalisation, forcément la clientèle sera au rendez-vous. Herman Boussou. Oui, piqûre de rappel pour les autorités de la SCB, parce que justement le gouvernement, après plusieurs rapports, a constaté effectivement que la position de cette entreprise au cœur de Ganri, zone commerciale, crée plus de désagréments aux populations qu'elle n'en résout. Je pense que c'est une bonne mesure pour que le gouvernement aujourd'hui prenne le taureau par les cornes, parce que justement, on a rappelé ici, et André l'a rappelé, les nombreuses productions que nous avons faites dans la zone pour montrer un peu comment, quand vous garez votre véhicule, comment vous retrouvez votre véhicule une fois c'est terminé et tout. C'est vrai que par le passé, on nous a fait croire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour diminuer un peu les désagréments que pourraient subir les populations riveraines. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que il y a un décret qui existe depuis 2001, donc 20 ans déjà. Mais que jusque-là, rien n'a pu... Voilà. Du plan de déménagement. Voilà. Et donc, depuis 20 ans que ce décret existe, rien n'a pu être fait pour vraiment montrer à cette structure, si ce n'est pas les 2 années qu'on lui a données pour pouvoir démanteler ces installations. Je pense que maintenant que le tour est pris par les cornes, SCB est obligé de vider les lieux. On lui a dit que c'est juin 2022 et que si ce n'était pas fait, on met fin à ces activités et on procède au démantèlement dans les 6 mois qui suivront de cette installation. Je pense que les populations de la zone devraient pouvoir applaudir des pieds et des mains parce que ça crée. Vous savez, c'est juste à côté de la Sénat, c'est juste à côté du service de l'intendant des armées. Il y a des banques qui sont dans la zone. Il y a même des gens des dames qui font à manger. La CCB n'est pas loin. Il y a tellement de trucs agglomérés dans la zone. Il y a même des restaurants qui sont là. Voilà, donc je pense que c'est une bonne décision. Une bonne décision. Et vous rappelez tantôt, c'est ce décret du 8 août 2001 portant approbation du plan d'aménagement de la zone de Ganri qui interdit alors le développement de toute activité industrielle dans le périmètre concerné. Il nous a rejoint entre-temps Hakimi Ousseli. Bonjour, bienvenue. De cette information, de ce rappel du gouvernement aux responsables de la SCB, on en parle avec vous. Il suffit juste d'entendre que Herman rappelle
qui est un décret qui date de 2001 pour se rendre compte que, eh bien, il y a eu à un moment donné certainement de la légèreté, de la résistance. Sinon, on ne peut pas comprendre que l'État béninois, puisque c'est un décret, donc ça veut dire que les gouvernants ont fait l'option de demander à cette société de quitter les lieux au regard des plaintes et puis des désagréments et que leur installation crée aux populations. Au-delà de ce que Herman a cité, c'est que n'oubliez pas que juste à côté, il y a la direction départementale de la santé du littoral. Et donc, je crois que cette direction est mieux placée pour mesurer l'impact des désagréments sur la santé humaine. Et donc, à un moment donné, on avait déjà demandé à cette société de quitter les lieux, mais elle a visiblement trop résisté. Peut-être que, eh bien, il y a de la légèreté, on a laissé faire. Bon, peut-être parce que malheureusement, ça, nous savons comment ça se passe chez nous au Bénin. Il y a eu peut-être des personnes qui ont fermé les yeux. Mais cette fois-ci, bien, on tape du poing sur la table. C'est pour ça que juin 2022 reste une date péremptoire. On ne va pas au-delà. Parce que, bien évidemment, Christian, cette société n'aurait plus des raisons de demander encore un moratoire. Parce qu'en termes de moratoire, elle en a eu suffisamment. 20 ans, c'est suffisant c'est largement suffisant pour vider les lieux. Parce qu'elles-mêmes savent, les responsables de cette société, eux-mêmes plutôt savent qu'ils créent beaucoup de désagréments, beaucoup de nuisances aux populations. Je suis d'accord que, eh bien, à un moment donné, on me dira qu'à cause de l'urbanisation, ce sont les populations riveraines qui sont retrouvées, donc, mettons quoi, aux alentours de cette société, mais quand à un moment donné évalue l'impact des désagréments des activités de cette société sur la santé humaine, eh bien, on me demande de déguerpir. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu que depuis très tôt, que cette société puisse rentrer dans les rangs. Elle ne l'a pas fait. Nous avons juin 2022 pour les voir rentrer dans les rangs. Je crois que c'est une très bonne décision qui enfin a été prise. D'ailleurs, au-delà même de la décision qui a été prise, c'est le fait d'insister sur la date de juin 2022. Quelles qu'en soient les circonstances, en 2022, cette société doit quitter cette zone. Le 22, en juin 2022, on va vous obliger à quitter les lieux. Je crois que c'est une décision très salutaire. Ce lieu, c'est pour la production. C'est même pas pour, mettons quoi, la vente à 2-4 personnes. Non, c'est vrai qu'on fait la vente en gros, on vient chercher suffisamment de ciment à ces endroits. Mais quel que soit l'endroit où ils se trouveront aujourd'hui, il y a qu'aujourd'hui, on a travaillé à désenclaver les zones et donc ils n'auront pas de souci à se faire sur ce plan. Je crois que on ne peut pas attendre mieux que cette décision qui a été prise par le Conseil des ministres. Vous dites que la société n'aura pas peut-être de soucis à se faire sur ce plan, mais délocaliser l'outil industriel, on se pose la question de savoir si la société, depuis qu'elle est sommée de quitter cet endroit, a déjà réussi à identifier un site. Non, si, on suppose qu'elle n'a pas réussi. C'est qu'aujourd'hui, on lui a montré qu'il y a des possibilités. Il y a la ZF, c'est-à-dire la zone franche industrielle de Sermin-Podier. Il y a la zone économique spéciale de Glodjibé, où on est en train d'ériger un joli portail. J'ai vu ça la dernière fois. En tout cas, c'est assez inspirant. Ça donne envie d'aller tout au moins visiter. Donc, si entre-temps, la ACB n'a pas pu identifier un site, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille à lui faciliter la tâche dans ce sens-là. Vous savez, cette décision-là, c'est la preuve que nous avons quand même un État qui fonctionne. Parce que, qu'ils vous souviennent, c'est l'Assemblée nationale qui a interpellé, au moins donc d'une question orale, qui a interpellé le gouvernement. Le maire du cadre de vie était allé expliquer aux députés les diligences qui étaient donc en train d'être accomplies par le gouvernement pour amener la société en question à quitter les lieux. On rappelle à la société que ce décret de 2001 qui porte donc approbation de l'aménagement de la zone de Ganri et qui donc interdit le développement d'activités industrielles dans cette zone. Je crois qu'on rappelle ça à cette société et dans la foulée, le gouvernement rappelle qu'il avait déjà enjoint à cette société, n'est-ce pas, d'avoir acquitté jusqu'au 30 juin les lieux et détruit, comme l'a rappelé Herman tout à l'heure, l'outil industriel 6 mois après, c'est-à-dire en décembre 2022. Donc, je crois que le Conseil des ministres d'hier vient rappeler toutes ces mesures qui étaient déjà en cours. Je crois que quelque part, sans doute, les responsables de la société sont déjà à pied d'œuvre pour donner satisfaction, en tout cas pour suivre ces directives-là et permettre que cette zone soit moins polluée, en tout cas qu'il y ait moins de poussière, de calcaire, de clinker, je ne sais pas quoi, quels sont les autres matériaux qu'on utilise donc pour la fabrication du ciment, parce que c'est quand même pas bien. Aujourd'hui, c'est vrai,
ils ont été installés à un moment où peut-être il n'existait pas ces infrastructures-là qu'on a rappelées aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est clair, il va de soi que ce n'est plus possible que ces sociétés puissent demeurer à cet endroit précis. Oui, retenez également que nul n'est au-dessus de la loi, qu'on soit national ou étranger, nul n'est au-dessus de la loi. C'est une autorisation qui avait permis en son temps à la société de ciment bouclier SCB donc de s'installer à ce niveau. On peut peut-être partir de l'idée selon laquelle au moment de l'installation, les agglomérations n'étaient pas aussi proches de cet endroit, mais le gouvernement ou les gouvernements successifs ont travaillé à identifier des sites qui sont désormais des sites industriels. La zone franche industrielle de Semepoji que André a cité et la zone économique spéciale d'Abomey-Calavi, de Glodjibé, pour dire que une fois qu'une décision est prise par l'État central qui s'est permis donc d'évaluer l'impact sur la santé, les dommages que la production du ciment pose aux populations, il faut s'exécuter. Il ne s'agit plus d'une question de mea culpa. Il y a au moins un délai qui a été donné à la société et donc on peut espérer que ce message ou cette décision du gouvernement n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. On n'est pas dans le schéma où on a affaire à des vendeurs d'essence ou bien aux occupants illégaux des bords de voie qu'on vient chasser, je dirais, comme des malpropres. Oui. Un délai, n'est-ce pas, a été donné avec toute la courtoisie qu'il faut. Il faut tenir compte de ce que il y a une question de santé publique qui se pose et s'exécuter. Oui, je pense que au-delà de cette situation, cela pose, André a rappelé le problème de notre site, c'est Semepoji, mais beaucoup d'autres agglomérations. À Abomey-Calavi, par exemple, j'ai entendu parler d'une scierie qui crée des désagréments aux populations de la zone. Hakimi a utilisé le mot résistance. C'est sur ça que je voudrais qu'on revienne, montrer un peu comment ces responsables de société-là travaillent à résister à la décision. Est-ce qu'avant qu'ils s'installent, est-ce qu'on fait l'étude d'impact environnemental pour savoir quels peuvent être les enjeux environnementaux d'une telle installation dans la région? On n'en parle pas du tout. À Semepoji, par exemple, on a interviewé un monsieur qui dit que lui quitte carrément sa maison alors qu'il est déjà à la retraite, il quitte la maison et que c'est peut-être 2 ou 3 jours, une semaine après qu'il revient juste pour se coucher. Quand il vient, il touche du doigt sa table et il y a de la poussière. Même pas de la poussière. Il y a comme une pâte de ciment sur sa table. Je pense qu'on laisse un peu faire les choses au Bénin. Il faut qu'on tape du poing sur la table. C'est vrai que la presse fait beaucoup aujourd'hui. C'est vrai, André a rappelé que c'est le Parlement qui a interpellé le gouvernement, mais c'est d'abord la presse qui a fait un travail formidable sur ces différents sites-là pour montrer un peu les souffrances des populations, les nuisances que créent ces entreprises de la population. Je pense qu'il faut agir et faire en sorte que même quand on a parlé de zone spéciale de Glodjibé, on a parlé de ZFI à Semepoji. La population ne vient pas s'installer sur le site. Pour qu'après 10, 15 ans, on puisse encore venir dire non, il faut délocaliser. Il faut agir, il faut aller faire des prévisions prospectives sur le temps. Aujourd'hui, quand on parle de Cotonou-Calavi, c'est le seul pont là qui relie Cotonou à Calavi. Je me demande si des cas de ce pays ont vraiment travaillé. Très bien. Cher monsieur, on va évoluer. Oui, on vous écoute. Parce que quand vous sortez, vous arrivez de voyager, vous vous rendez compte qu'ailleurs, les usines, les zones industrielles sont carrément en dehors. Ils sont bien loin des villes. Exactement. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a manqué le coche. Si on veut se rattraper, il va falloir encourager les éléments qui concourent à se rattraper. Autrement, ce sont les santé des populations que nous sommes. C'est notre santé qui est mise en difficulté. Donc, il faut forcément qu'on commence un jour. Et je crois qu'on est en train de vouloir commencer. Commencer un jour, de revoir un peu la cartographie industrielle et projeter. Les études d'impact environnemental, c'est très important. On ne peut pas commencer par s'installer quelque part sans en avoir au préalable faire des études d'impact environnemental. Et faire en sorte que la population ne s'installe pas dans ces environnements pour qu'après, on vienne encore. Non, si c'est fait. L'étude a pu être réalisée peut-être avant l'installation de l'entreprise. Mais si après, les gens viennent s'installer, on permet aux personnes de s'installer aux alentours, basta, ça revient encore. C'est un tout. Ça veut dire que si on fait déjà l'option ce matin, dès qu'on a annoncé la construction de l'aéroport de Glodjibé, vous savez que beaucoup de citoyens ont commencé à acquérir des parcelles aux alentours, n'est-ce pas? Attendez voir ce que demain, les gens portent plainte pour dire que le bruit des avions dérange, empêche de dormir.
C'est aussi ça, en réalité. Certains de nos comportements, vous voyez, qui parfois nous rattrapent. Je crois que, Christian, ce sont nos mairies, n'est-ce pas, qui sont invités à prendre les dispositions. Au-delà de ce que l'État central va faire, il faut l'accompagnement des mairies de manière à ce que ces zones, une fois identifiées comme sites industriels, on ne puisse plus avoir des agglomérations. Quand vous allez interroger ceux qui sont d'un certain âge, ils vous diront qu'au moment où on installait la société Ciment Bouclier à cet endroit, il n'y avait pas des maisons tout autour. Mais chemin faisant, on a permis à des gens, n'est-ce pas, d'acquérir des parcelles, de réaliser. Et donc, c'est eux qui se plaignent désormais. Il va falloir qu'on finisse avec... On va évoluer. Parlons de cette situation qui a emmené le gouvernement à se prononcer. Il s'agit donc de cette dissension qui est liée à la gestion d'un campement, précisément le campement de Gabéry dans l'arrondissement de Guéné, et ceci dans la commune de Malanville. Une dissension qui a provoqué un affrontement entre deux acteurs économiques, ça je le disais depuis, agriculteurs et éleveurs. On en parle toujours et on en parle toutes les fois. Les conséquences de ces affrontements, vous les savez, ce sont parfois des pertes en vies humaines, des champs de culture qui sont détruits ou encore des animaux qui sont tués. Le gouvernement, hier en Conseil des ministres, a pris une décision face donc à cette situation et parle d'un déploiement d'une opération de sécurisation et de rétablissement de l'ordre dans l'arrondissement de Guéné. Là, les arrondissements, comme Guéné, il y en a suffisamment. Lorsque vous allez dans le Zou, vous allez dans les collines, dans le Borgou, un peu partout. Faudra-t-il que le gouvernement, toutes les fois qu'il y a ce genre de situation, déploie des forces de sécurité, Hakim Seydou ou Sénou, ou trouver d'autres solutions à cet éternel problème? Je constate que le pouvoir se bat pour explorer des pistes de résolution de ces différents conflits, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on élabore au sujet des affrontements entre agriculteurs et puis éleveurs. Et je crois qu'il y a eu des tentatives. Il y a même eu une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale qui a été donc examinée, même d'ailleurs la loi a été votée, si je ne me trompe pas, et où il fallait la vulgariser. Et on espérait que la vulgarisation aille au-delà des descentes seulement sur le terrain, mais qu'on puisse véritablement mettre ensemble et agriculteurs et éleveurs qui sont appelés malheureusement ou heureusement à cohabiter. Parce que la terre et la culture pour l'agriculteur, c'est que les troupeaux sont pour l'éleveur. Et donc, de part et d'autre, chacun reste jaloux de sa production ou de son troupeau. Et c'est pour ça que lorsque ça advient, il y a des affrontements et puis on a tout fait parfois de culpabiliser ou bien de jeter l'anathème sur un seul de ces acteurs. Vous constaterez qu'au-delà de la proposition de loi et de la loi dont je parlais, c'est qu'il y a eu parfois des séances d'échange entre les agriculteurs et puis les éleveurs par l'intermédiaire soit des collectivités locales ou peut-être même des responsables au niveau donc de l'association des éleveurs. Et je crois que le Conseil des ministres dernier ou celui-dernier a fait créer le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Exactement. Et où c'est le docteur Sambo qu'on a reçu plusieurs fois ici sur le plateau qui doit en être le premier responsable parce qu'il est au cœur, il maîtrise un peu la situation qui prévaut au niveau donc parfois de ces affrontements-là. Maintenant qu'on fait l'option de descendre, je ne pense pas qu'il y ait d'action de trop dans cette situation parce que ce n'est même pas qu'au Bénin que nous avons des affrontements entre agriculteurs et puis éleveurs. C'est au-delà même du Bénin. C'est une question qui reste parfois au cœur même des rencontres au niveau même de l'espace sud-Yao, l'espace sous-régional. Donc, si ici, on commence par élaborer sur de petits projets tels que vous l'énumérez tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit tout. Il faut descendre. Il faut forcément qu'on accentue la sensibilisation parce que je crois que c'est l'élément le plus qui manque et qu'on arrête parfois, comme je l'ai dit, de stigmatiser un des acteurs. Je crois que c'est la stigmatisation qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui on refuse encore de sortir, je dirais, des malcompréhensions qui sont à la base des situations que nous déplorons à la clé. Donc, moi je salue le fait déjà qu'on veuille descendre, qu'on aille au-delà même de Guinée environ, qu'on sensibilise. Il ne sera pas de trop les sensibilisations de ces deux acteurs et agriculteurs
et éleveurs, parce que vous vous souvenez, c'est quand on a reçu Sambo, ou même avant lui, on a reçu bien d'acteurs qui vous disent qu'il y a souvent des pistes qui sont définies en période de traversée des troupeaux, mais malheureusement, c'est des trucs virtuels, on ne les voit pas. Parce qu'entre-temps, on a dit, bon, utilisez tel espace, les éleveurs, semble-t-il, on leur prélève de l'argent, et pour eux, l'argent qu'on leur prélève leur permet alors de circuler, de passer au cas où il y a une situation, ça va servir à dédommager les agriculteurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est assez d'incompréhension. Il va falloir forcément qu'on dialogue, qu'on échange avec ces acteurs. Peut-être que le modus, on va finir par minimiser les tensions entre ces deux acteurs qui sont appelés malheureusement à vivre à cohabiter. Oui, Warabali Para. Oui, c'est deux faces d'une même pièce, éleveurs et agriculteurs. Mais c'est tout de même dommage de noter qu'ils ont de mal à cohabiter parce qu'on a affaire à des humains par ici et je dirais à une production agricole et des humains accompagnés des animaux de l'autre côté. Et la cohabitation devient difficile. On a enregistré pour ce cas de Guinée, n'est-ce pas, des pertes en vies humaines, des blessés graves et de dégâts matériels. Je pense qu'il y a un véritable problème et Akimé fait bien de rappeler que c'est un véritable problème aussi, même dans la sous-région. Il n'y a pas que le Bénin et les différents départements du pays que vous avez cités. Ça fait objet de grandes rencontres dans la sous-région. Et pourtant, la solution n'est pas encore trouvée. Voilà pourquoi aucune action n'est de trop quand elle vient, que ce soit des éleveurs et agriculteurs eux-mêmes ou que ça vienne de l'État central. Je pense qu'on doit travailler à bien matérialiser les choses. Des décisions qui ont été prises depuis plusieurs régimes et depuis plusieurs années par des régimes qui ont même précédé celui de Patrice Talon. Il y a qu'on a travaillé à tracer des corridors pour la traversée des animaux. Mais, comme l'a dit Akimé, ça reste virtuel. Ce n'est pas un peu comme on vous dit, vous quittez Akasato pour Godomé, pour Akasato, vous connaissez bien le couloir. C'est virtuel. Si c'était ainsi, on pouvait dire, attention, écoutez, voici l'état. Pourquoi les bœufs, les troupeaux ont laissé leur couloir pour aller se retrouver dans les champs. Et les prélèvements qu'on fait, comme on a dit, et autres, ça devient comme des tasses et autres. Donc, les éleveurs se disent, nous pouvons traverser avec nos animaux, peu importe s'ils créent des dommages, le prélèvement, sinon les tasses de dédommagement. Le droit de passage. Le droit de passage a déjà été payé. Donc, il faut qu'on puisse sensibiliser davantage, faire comprendre aux éleveurs et agriculteurs que bon gré, mal gré, ils ont l'obligation de cohabiter ensemble et trouver le juste milieu des choses de manière à ce que vraiment la vie puisse continuer. La sensibilisation doit forcément être de mise et c'est pas ce qui manque quand Akimé dans sa prise de parole a rappelé un peu tous les mécanismes qui sont mis en place pour emmener les deux à véritablement cohabiter ensemble, mais ça ne porte toujours pas les fruits que l'on espère. Herman Parfait à Niambossou, des solutions que l'on envisage, lesquelles vous avez peut-être à disposition et à partager avec nous. Non, je pense qu'aucune solution n'est de trop dans la résolution des conflits entre éleveurs et agriculteurs. C'est vrai qu'il y a eu des lois qui ont été votées, dont nous avons d'ailleurs salué la naissance au Bénin. C'est vrai qu'on a parlé de mise en place d'un fonds qui est censé dédommager ou qui est censé couvrir un peu les dégâts causés par les éleveurs aux agriculteurs. Je ne sais pas s'il ne faut pas aller vers la création d'une force spéciale pour s'occuper de ces conflits. Parce que quand vous lisez le compte du Conseil des ministres, on dit les 10 affrontements, je reviens rapidement là-dessus, ont créé assez de dégâts. C'est des morts, provoqué des morts d'hommes, des blessés graves et de nombreux dégâts matériels. Je me demande bien si dans cette région, il n'y a pas une force qui puisse rapidement intervenir, parce que quand il y a par exemple un conflit entre agriculteurs et éleveurs, même que ce soit de nuit ou de jour, il y a des forces qui sont censées rapidement intervenir pour arrêter la saignée. On n'attend pas qu'il y ait eu beaucoup de morts, de forces de l'autorité morale ou les forces de l'ordre qui doivent intervenir promptement pour arrêter la suite des actions. Je pense qu'on peut aller vers cette proposition-là. C'est faire en sorte que, comme vous l'avez dit, les couloirs sont virtuels. Le gars, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il a été suffisamment à l'école pour comprendre que oui, il y a un couloir, il faut passer par ici, il faut passer par là. Encore que quand vous parlez de bétail, c'est des milliers de têtes de bœufs qu'ils sont plus 2 ou 3 à conduire. Et donc, très tôt, les bœufs quittent un peu ils n'ont pas de couloir, ils évoluent. Donc je pense qu'il faut travailler
comme ils l'ont dit avant moi, à sensibiliser, mais en même temps aller vers une force spéciale peut-être pour qui intervienne, qui sache agir promptement pour arrêter ces gens de saignée-là. Alors, on parle de couloir de passage des animaux couloirs que certains estiment que c'est virtuel, c'est pas matérialisé. Est-ce que les éleveurs ont connaissance de l'existence de ces couloirs? Est-ce que les agriculteurs ont également connaissance de l'existence de ces couloirs et dans la réalisation de leur champ ne vont pas empiéter sur le couloir qui a été déjà désigné, André Dossard? Oui, je crois que le problème que nous évoquons résulte d'une mauvaise gestion de ces fameux couloirs de passage. Les éleveurs ils sont organisés, ils ont une organisation, ils sont bien structurés et il y a des mécanismes de diffusion des messages en leur sein qui doivent permettre d'éviter les heurts entre eux et les agriculteurs. Il peut y avoir quelques canards boiteux, peut-être. Vous savez, cette question de prélèvement, de taxes chez les éleveurs, parfois est source c'est un gros facteur porteur de germes de conflit. Parce qu'il y a des éleveurs qui estiment que les caprices de leurs bêtes sont couverts par ce qu'ils payent. Assurant tout risque. Je me rappelle, en pays, à Gonly, il y a des maires qui se sont retrouvés en difficulté avec leur population parce qu'ils prélevaient, ils perçoivent des fonds chez les éleveurs qui viennent saccager allègrement les champs et estiment, n'est-ce pas, qu'ils en avaient le droit. Et plus tard, on découvre que c'est parce que les collectivités locales percevaient des fonds et d'ailleurs ne feraient pas une compensation aux agriculteurs qui ont subi des dégâts, des désagréments. Donc je crois que l'autorité qui a été créée, la structure qui a été créée, dirigée par justement un monsieur qui s'y connaît très bien, ma foi, doit vraiment se rendre utile pour faire preuve d'anticipation sur ces situations qui, quand ça survient, ça crée beaucoup de dégâts. On parle quand même de perte de vie humaine, ce n'est pas bien. Oui. Mais par contre, l'idée de Eman, la proposition de création de peut-être d'une unité spéciale chargée donc de cette question-là, je me demande, il y a des pays qui sont vraiment éleveurs, carrément dans une autre dimension. Nous faisons de l'élevage au Bénin, mais c'est un petit plus ou moins embryonnaire, c'est assez mineur par rapport à d'autres pays, mais qui n'ont pas eu besoin de mettre en place des unités spéciales pour surveiller la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Je crois que c'est une question d'hommes. Il faut gérer, il faut parler aux gens. Il faut que monsieur Fambo, il s'appelle, il me semble. Oui, pas les taureaux, pas les cornes. Nous sommes quand même en période de pluie, où normalement les pâturages ne sont pas aussi rares que ça. Normalement, en période de saison sèche, on peut comprendre qu'il puisse y avoir quelques difficultés parfois pour avoir de l'herbe fraîche pour les bêtes, mais quand même aujourd'hui, je crois qu'il y a de la verdure plus ou moins un peu partout, il pleut, dans le septentrion surtout, et moi j'ai du mal à comprendre que ce soit justement en cette période que je peux considérer comme période donc, de disponibilité de pâturage, qu'il y a des difficultés, qu'il y a de cohabitation entre les populations, entre les agriculteurs et les éleveurs. Je crois que fondamentalement, il y a un souci. Et ceux qui sont chargés de gérer le couloir de passage, il faut vraiment qu'elles jouent leur rôle pour éviter que des citoyens perdent leur vie à cause justement de l'incompréhension parfois qu'il peut y avoir entre les éleveurs et agriculteurs. On a parlé à ce que j'ai fait comme proposition. Ce n'est pas forcément d'avoir une unité spéciale qui surveille, mais qui sache intervenir promptement. Parce que ce que je dis, c'est que peut-être que la police, vous savez, quand les éleveurs ils évoluent avec leur pâturage, avec leur bétail, il y a comme si il y a des agriculteurs qui les regardent en France qui se disent: j'attends juste que le bœuf là piétine mon champ et on commence les dégâts. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner l'alerte très tôt. Il faut pouvoir donner l'alerte très tôt pour que cette force-là puisse intervenir. Ça peut être la police, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être la police républicaine, mais il faut qu'il y ait des éléments qui soient dans des zones pour donner l'alerte dessus. Parce que quand il y a mort d'homme, il y a des dégâts matériels, il y a beaucoup de choses. C'est comme si tu crois qu'on les laisse d'abord faire et après on agit. C'est ce que je former des guides qui devraient accompagner les éleveurs. Je loue l'envie des membres de faire des propositions parce que la situation elle est quand même critique. Mais c'est évident que l'alerte ou espérer que les forces de l'ordre interviennent promptement, ce n'est pas évident.
Parce que les couloirs dont on parle, au fait, ce n'est pas que quand vous rentrez, supposons quoi, dans la zone d'Agonli, qu'en 2 temps, 2 mouvements, vous verrez les éleveurs avec le troupeau en train de passer. Mais non, c'est peut-être, mettons quoi, à 10-15 km à l'intérieur, au fond des régions d'Agonli que les troupeaux passent. Donc, c'est d'abord l'accès à ces zones, ce n'est pas évident. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc, n'espérez pas que même quand on travaillera, qu'on mette une force mixte, elle ne réussira pas à faire le travail. La lettre, soit c'est une zone non couverte, peut-être même que ce n'est pas possible que vous puissiez donner un coup de fil. C'est possible parce qu'il y a des zones. De ça. La modernisation de l'éleveur. Des balises qui vont suivre les éleveurs. Des fois, un éleveur déclare. Vous demandez trop. Je crois qu'il y a eu un faux pas. Les GPS et autres. Le faux pas, comme je l'ai dit, c'est d'avoir mis dans la tête d'un des acteurs, que c'est un acteur qui est le principal élément de discorde entre la cohabitation au niveau de ces deux acteurs-là, accepter la tautologie. Parce que vous avez vu, nous faisons au moins l'effort ce matin sur le plateau de ne pas stigmatiser. Ailleurs, vous entendrez les agriculteurs et les éleveurs tant. Et à partir de cet instant, vous voyez, les agriculteurs se disent que ce sont ceux qui sont toujours lésés. Et André soulignait tout à l'heure l'intervention des collectivités locales. On a l'impression que les collectivités locales, pour pouvoir récupérer les fonds au niveau des éleveurs, leur font miroiter que ce sont ces fonds qui serviront du dédommagement. Et donc, dans la tête de l'éleveur, il se dit qu'il a déjà payé sa police d'assurance. Et donc, s'il arrivait que c'est quand même des animaux qui n'entendent pas, ne dites pas un animal qui ne connaît pas que doit être en émission, il dit mais attention, tu ne vas pas ici. Et souvent c'est 50 bœufs, c'est 100 bœufs, 200 bœufs, avec un ou deux seuls guides. Vous imaginez un peu de quoi ça retourne. Donc, en fait, la situation est tellement complexe qu'il faut forcément qu'on mette l'accent sur la cohabitation, et la cohabitation passe par le dialogue. Il faut quand même qu'on les mette tous les deux acteurs sur le même pied d'égalité, qu'on leur rappelle que chacun a des droits et au même moment chacun a des devoirs. Et travailler forcément à améliorer leur cohabitation. Parce que si on n'améliore pas la cohabitation, Christian, on a même beau déployer la force spéciale, elle va même finir par quitter les lieux parce que quand les affrontements commencent, franchement, ça va plus à mesure. Vous allez réagir, André. On vous écoute. Je ne veux pas croire qu'il y a une zone dans ce pays, au Bénin, dans ce pays sous talon, où on peut trouver des agriculteurs et des éleveurs et qu'il n'y ait pas la police là. Auquel cas, on me dirait par exemple que la zone est enclavée et donc on les laisse faire d'abord. Et quand vous questionnez un peu ceux qui sont dans les zones, à Gonizangadou par exemple, on vous dit que c'est après coup que la police intervient. C'est-à-dire, on les laisse d'abord faire et ce n'est pas bien. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on puisse instruire également la police pour que quand elle est informée de telles actions, qu'elle puisse débarquer automatiquement et arrêter la saignée. C'est ce que je pense. On vous écoute, André. Oui, c'est très bien. D'accord. Mais je crois que je trouve un peu surréaliste qu'on ait un policier derrière chaque éleveur ou derrière chaque bête. Déjà qu'on doit travailler davantage à améliorer le ratio nombre de policiers, nombre de citoyens. De la même manière, la question donc de modernisation, par exemple, les outils techniques, les balises, le petit poulot qui doit conduire 100 bêtes, 200 bêtes, vous voulez qu'il utilise les équipements techniques de quelle manière? S'il n'a pas son bâton, sauf si vous incrustez les balises, les puces dans son bâton, ça va être difficile. En fait, moi, je comprends un peu la situation. La collaboration éleveurs, agriculteurs et les conflits que ça génère à la situation entre Israël et la Palestine. Vous savez, l'ONU, les États-Unis, différentes puissances, depuis la nuit des temps, s'emploient à régler cette question et ça ne finit jamais. Je crois que ça aussi, ça ne finira jamais. Mais on peut en atténuer les dégâts. On peut faire en sorte. Lorsque moi j'ai entendu la dénomination de l'autorité, qu'on parle d'autorité de sédentarisation, il me semble que par définition, le mot éleveur a un intime rapport avec le rhumatisme. Alors comment veut-on les sédentariser? Est-ce qu'entre-temps on va produire davantage d'herbes fraîches quelque part où on va les positionner? Je ne sais pas. D'ailleurs, il me semble que le territoire béninois, les pâturages situés sur le territoire béninois sont plus empruntés par les éleveurs étrangers que les nôtres.
Je sais qu'en temps, le phénomène a connu un peu de recul, en ce sens que les éleveurs étrangers n'arrivent plus en tant que tel, me semble, je peux me tromper, à envahir notre territoire, comme c'était le cas par le passé. Parce que nous, lorsqu'on met en place des mesures ici, et que par exemple on sensibilise les nôtres, les éleveurs extérieurs ne sont pas censés savoir, et quand ils viennent, il faut le pied, généralement, ces mesures qui ont été prises. De toute façon, je crois qu'il faut davantage travailler sur les hommes. D'abord, cesser de stigmatiser, parce que souvent on a tout fait de montrer de doigt les éleveurs, à croire qu'il n'y a pas d'agriculteurs réellement canards boiteux. Il y en existe. Vous avez dit tout à l'heure, parfois l'agriculteur, parce qu'il veut régler de vieux comptes, il attend que le premier franche, et pour lui c'est le casus belli, il engage l'affrontement après avoir entre-temps bien prémédité sa chose, ainsi de suite, et puis ça dégénère. Je crois qu'il faut travailler sur les hommes, il faut sensibiliser, il faut parler aux gens, et on pourra réduire tout au moins ces conflits récurrents. Et parlant justement des couloirs, on a démontré à suffisant que c'est des couloirs virtuels. Ce qui est aussi remarqué, c'est que ces couloirs dont on parle, qu'on ne maîtrise vraiment pas, quand ils sont définis, ils sont souvent présentés ou énumérés aux agriculteurs qui estiment que non, ils utilisent même carrément les couloirs pour faire constater que les éleveurs en face n'ont pas de terre. Et donc, on n'a pas à définir des couloirs pour qui on ne passe pas. On n'a pas défini des couloirs pour les agriculteurs. Exactement. Les couloirs sont bien souvent définis par rapport au plan d'eau, je pense. Tout à fait bien, pour permettre donc aux éleveurs. Donc, je crois que c'est autant de l'IMAI, c'est souvent en complicité avec les collectivités locales. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut forcément qu'un travail se fait, parce qu'on a des collectivités locales qui donnent l'impression que, eh bien, elles travaillent. Je veux parler donc des chefs, non, à moins les conflits, mais ce sont parfois ces autorités, oui, exactement. Donc c'est vraiment à y penser, et comme nous le disons tout à l'heure, aucune voie de résolution ne sera de trop dans cette affaire. Voilà. On va finir avec le sujet. Il a suffi que le chef de l'État, à coup de sa tenue de l'élection de compte, aille à Djohong, et que la population pose le problème en termes de problèmes avec acuité dans la région, pour que le directeur de la police républicaine fasse une descente lui-même personnellement sur le terrain en complicité avec le maire d'Adjohong, pour aller voir à peu près où est-ce qu'on peut positionner des éléments pour assurer la sécurité des gens sur le terrain. Ça là par exemple, c'est une action qu'on peut également saluer. Je pense qu'il faut, il n'y a aucune solution qui soit... Oui. Je voudrais partager rapidement ce point de vue d'un téléspectateur, parce que moi je me disais comment on peut sédentariser. Il me dit, en France par exemple, si les éleveurs devaient se promener, comme c'est le cas ici, vous savez, les champs de blé n'existeraient sans doute pas. Je crois que quelque part, ça veut dire que c'est possible en fait. Parce qu'effectivement, il y a des pays où les poules ne se promènent pas avec les bœufs, ils sont sur place. Et d'ailleurs, même travaillent à produire la nourriture Bon, enfin, espérons que... disponible pour notamment nous expliquer un peu de quoi retourner. On travaillera à l'avoir en plateau. Qui a dit toucher la sensibilité du Conseil à l'effet de prendre le cas de Guinée, bien entendu. Merci beaucoup. On continue de parler des examens de fin d'année. La fièvre, nous sommes toujours dans la fièvre. Avec votre merci. On va voir avec les gestionnaires du plateau. Avec Cécile d'Actu Matin. Allez, cher monsieur, j'étais ça au portefeuille de Sambo. Sédentarisation des débatteurs. Allez, les examens de fin d'année qui ont livré donc leur verdict, mais on continue d'en parler avec l'Office du baccalauréat qui a rendu public la liste de ses meilleurs candidats admis au bac 2021, une liste de 259 candidats ayant obtenu la mention très bien, et le premier au bac a une moyenne de 18,66, il est en série D, il s'appelle Godemain Fréjus, et derrière lui, 4 autres de la série C. Question, cher monsieur, la série scientifique qui continue de ravir la vedette à toutes les autres séries, malgré qu'on note une certaine désaffection pour cette série, notamment la C. Oui, bon, les sciences exactes ont toujours ce mérite-là, cet avantage de produire les premiers. Mais en dépit des fortes moyennes qu'on note dans le rang des candidats aux examens
dans la série C, il y a ce désamour qu'on a noté notamment au niveau de la série C particulièrement. Vous trouverez très peu de candidats au niveau de la série C, ou au moins des candidats qui démarrent en seconde, c'est-à-dire après le BPC, font l'option de faire la série C, seconde, première, et arrivés en terminale, ils reviennent en série D, parce qu'ils estiment que les mathématiques et la physique-chimie, qui sont leur matière principale, n'est-ce pas, deviennent de plus en plus corsés. Ils déménagent pour se retrouver en série D. Voilà ce qui crée. Et vous trouverez également très peu de femmes dans ces séries scientifiques. Mais on a noté depuis plusieurs années, n'est-ce pas, que les premiers au baccalauréat soit viennent de la série D ou bien de la série C, parce qu'on estime qu'au niveau des sciences exactes, au niveau des matières scientifiques, n'est-ce pas, la série D ou moins équilibré. Quand vous interrogez les professeurs scientifiques, ils vous diront que la série D est plus équilibrée. Voilà pourquoi il y a une forte concentration au niveau de la série D. Voilà peut-être pourquoi il y a également de bonnes notes chez les candidats qui viennent des séries scientifiques. Oui, Akimé. Moi, je ne suis du tout pas surpris par le fait que ce sont les séries scientifiques, quoique vous estimez que le ratio nombre d'élèves en séries scientifiques et nombre d'élèves en séries littéraires va à l'avantage de ceux des séries littéraires. J'ai jamais été surpris, parce qu'en réalité, quand vous jetez un coup d'œil sur les relevés de notes de ces différents candidats dont vous parlez, qui sont aujourd'hui premier, deuxième, troisième, en tout cas avec des mentions très bien, et que vous citez suffisamment les bacheliers de la série scientifique, c'est que vous remarquerez que ce sont des élèves qui, au-delà d'être bons dans les matières scientifiques, Wahab citait tout à l'heure les mathématiques, les sciences SPCT, puis SVT, tout ce qui est autour, c'est qu'ils sont aussi très bons dans les matières littéraires. Il est vraiment rare de rencontrer un élève d'une série scientifique qui n'a pas souvent une très bonne note, par exemple en français. D'accord. Par exemple, je ne vous coupe pas. Oui. Le premier au bac qui a eu 18,66 de moyenne a 19 sur 20 en anglais. Voilà. En français, il a 14. Voilà. En histoire et géographie, il a 17. En mathématiques, il a 20 sur 20. En philosophie, 15. En physique, chimie et technologie, 19 sur 20. Et en sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20. Vous me voyez, c'est vraiment rare. Quand vous rencontrez un élève qui a le bac scientifique, il est premier, il a une mention très bien, même une mention bien, il va vous être très difficile de remarquer qu'il n'a pas de très bonnes notes dans les matières littéraires. Ils sont souvent très bons dans les matières littéraires, et donc du coup le fait d'avoir la possibilité d'avoir 20 sur 20 en mathématiques, 20 sur 20 en SVT, ce qui n'est pas évident, il n'est même pas possible au niveau des matières littéraires, Christian Dandédian, vous constatez que ça va de soi qu'au terme des examens, que ce soit ces candidats des séries scientifiques qui caracolent en tête, parce que le littéraire a beau tout faire, il va lui être difficile d'accrocher un professeur qui lui libère un 19 ou un 18 en français, il peut avoir un 19 en anglais. Vous le dépassez. Vous imaginez. Donc, ça va de soi. Ils sont nombreux comme ça, même avec des mentions bien chrétiennes, qui ont 20. Les 20 aujourd'hui, les élèves des séries scientifiques l'ont. Je vous ai cité à suffisance certains que j'ai rencontrés, que j'ai connus à Natitengou. La preuve, c'est que le troisième vient, le deuxième vient d'abord du lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou. Le troisième vient du collège Saint-Augustin, qui produit régulièrement, ça c'est à Natitengou, de très bons candidats aux examens du bac. Je vous ai parlé de mon jeune frère qui est passé par là. Le collège catholique, les hibiscus de on ne peut pas être surpris par la performance de ces scientifiques, parce que comme je vous l'ai dit, en matière littéraire, ils sont aussi très bons, et donc ça va de soi. Oui, on vous écoute, Herman Aniamboussou. Non, juste dire effectivement que quand on fait un peu le point, il est difficile même à la fille d'Akelouba ou à Akelouba lui-même de faire un devoir de rédaction et donc de décrocher 18 sur 20. C'est la fille d'Akelouba n'est pas Akelouba. C'est très compliqué. C'est Akelouba lui-même, il est difficile de faire un devoir de philosophie et d'obtenir 19 sur 20. Même si vous êtes Socrate, vous avez beau boire la ciguë, vous n'allez pas. Ça ne marchera pas, non. Je pense que ça montre un peu que les efforts du gouvernement sont en train d'être payés, parce que justement, on a reçu des invités sur le plateau qui ont parlé de la désaffection que les enfants ont pour les séries scientifiques. Tout le monde préfère aller en série littéraire, alors que
là-bas c'est compliqué, il faut réfléchir, mais moi il faut prendre des papiers, des documents pour à la fin ne pas obtenir grand. Je pense que ça vient un peu également pour booster un peu l'envie des enfants de pouvoir aller dans les séries scientifiques, parce que c'est une bonne chose. Ça permet d'ailleurs, une fois qu'on est sorti de séries scientifiques, de pouvoir travailler à faire en sorte que le pays se développe, parce que justement, quand vous faites le pont aussi, ceux qui font la littérature, qui sortent des écoles, qui vont à l'université, si ce n'est pas pour devenir professeur d'anglais ou professeur de mathématiques, de français, pardon, je ne sais pas si ça les forme vraiment à quelque chose dans la vie. Il faut quand même féliciter également ces établissements d'enseignement général public qui ont présenté des candidats et qui véritablement se sont en sortis avec la mention très bien, un peu comme le CEG d'Aboumé, le CEG 1 de Nati Tengu, le CEG La Verdure par exemple d'Aboumé Calavi. C'est pas le fameux CEG qui est rentré dans l'histoire. Très souvent, ce sont les collèges privés qui s'illustrent à travers ces examens, mais les collèges publics quand même. Non, vous savez que les collèges publics, effectivement, depuis un moment, il y a une embellie de ce côté-là, sur le plan des performances, parce que ils sont, notamment Noël Chadari est passé sur ce plateau et a pu nous expliquer les raisons, parce qu'on a amélioré l'offre publique d'éducation. Les enseignants, notamment les responsables d'établissement, sont plus responsabilisés, parce que lorsque vous ne fournissez pas une belle performance, vous êtes sanctionné. Et les enseignants sont plus présents, plus efficaces, le contrôle également est efficace. Et je crois qu'il va de soi que l'on puisse noter, n'est-ce pas, ces performances-là. Moi, je voudrais m'attarder un peu sur le cas de ce La Verdure, qui est tristement rentré dans l'histoire. Mais c'est très bien que cette école aujourd'hui s'illustre par de très bons résultats. Ça vient un peu soigner l'image de cette école ternée par le comportement de certains de ses apprenants. Il faut encourager les enseignants de cette école et souhaiter qu'ils aillent plus loin. Et pour finir, je vais revenir sur le premier aspect de cette discussion. Effectivement, en série C, il faut maîtriser la langue pour faire les bonnes démonstrations, pour démontrer ce que vous menez les raisonnements en mathématiques en l'occurrence, alors que le contraire est difficilement envisageable dans les séries littéraires. C'est difficile. Généralement, en séries littéraires, les apprenants n'aiment pas les matières scientifiques. Ouais. Donc, en tout cas, il faut souhaiter. Et désormais, vous savez que comme la priorité sera à l'enseignement technique et professionnel, on va espérer qu'il y ait également des premiers au bac dans ces matières, dans ces séries-là. C'est très important. Le gouvernement qui part en congé pour 3 semaines à compter du 2 août, c'est-à-dire au lendemain de la célébration du 1er août. Bon, nous sommes habitués à cela depuis 2016 pratiquement. Herman Parfait à Niambossou, ça sera du tout repos partout? Oui, on parle de 3 semaines de repos pour le gouvernement. Je pense que quand on a traversé toutes ces périodes-là, c'est pas le boulot, l'élection présidentielle. Je pense qu'il est de bon temps que les membres du gouvernement puissent prendre également un bol d'air frais, pour pouvoir revenir vraiment s'attaquer aux tâches de la nation. C'est une bonne chose. Avant, on nous a pas habitués à nous informer de ces genres de situations. On sait désormais que le gouvernement va en vacances. C'est une excellente décision pour le gouvernement, sauf à nous dire, sans doute ils vont le dire, ils le disent souvent, quand le gouvernement est en vacances, qui s'occupe des affaires courantes, c'est sûr qu'ils n'iront pas tous et on verra bien comment ça va se passer, la gestion des affaires courantes. Oui, je posais la question, tout s'arrête? Non, tout ne peut jamais s'arrêter. Avant même le mandat du gouvernement, les collaborateurs sont allés aussi en congé. Et c'est parce que ce sont les membres du gouvernement à communiquer autour. Sinon, chaque fonctionnaire tape un mois de congé. Et donc, les membres du gouvernement étant des fonctionnaires, en griffe, pour ainsi les appeler, et même ils ont besoin aussi de se taper un mois de congé. C'est même 3 semaines pour aller se requinquer, parce que c'est quand même des affaires de la République qui s'occupent pendant tout le temps. Et on connaît un peu la pression qui va avec ce qui leur est dévolu comme tâche et comme mission. Ce n'est pas la première fois. On nous a déjà habitués à ça. Et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'ils partent en congé, les 3 semaines de congé, c'est que l'administration ne continue pas à tourner. Il n'y a peut-être pas de conseil des ministres, mais il y a les directeurs de
cabinet, il y a les directeurs généraux de cabinet. En tout cas, tout ce que vous avez à faire qui requiert un certain nombre de signatures, ça se fait. Et je crois même savoir que certains, quand ils n'ont pas quitté le territoire, parfois ils sont sollicités pour jeter un coup d'œil sur une situation qui mérite quand même l'attention du ministre du gouvernement. Donc 3 semaines, c'est bien bon, c'est intéressant, ça leur permet de revenir beaucoup plus en forme. Et puis bon, voilà quoi. Je crois que c'est des humains comme tout le monde et ils ont aussi besoin de se reposer ces 3 semaines. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas nouveau, c'est une tradition qui se fait respecter. Puisque ce sont les membres du gouvernement, on communique autour pour qu'on n'ait pas à nous interroger sur le pourquoi il n'y a pas eu conseil des ministres ou qu'il n'y aura pas conseil des ministres le mercredi prochain, pourquoi est-ce qu'il n'y en aura pas le mercredi prochain. Et donc, je crois que, bon... Faut-il attendre après les 3 semaines, le retour des ministres, du chef de l'État? Qu'ils reviennent avec énergie. Quand vous interrogez même un maintenancier, il vous dira que votre machine, c'est-à-dire votre ordinateur, il faut l'éteindre la nuit avant de vous coucher ou le lendemain quand vous en avez besoin. Voilà. Il faut l'éteindre. Le calme pas à la serrure. Alors, on vous demande, n'est-ce pas, d'éteindre votre ordinateur et donc de le rallumer le lendemain quand vous avez besoin de l'utiliser, pour dire que même la machine a besoin de ce repos. À plus forte raison, nous les humains, à plus forte raison, les membres du gouvernement. Donc, ce que je sais pour le fonctionnement, pour avoir interrogé à l'avènement, en tout cas sous le premier quinquennat de Patrice Talon lors des congés passés, c'est qu'au moins, le ministre, quand il va en congé, il y a au moins son directeur de cabinet qui continue de suivre le fonctionnement des choses. Il y a possibilité aujourd'hui de contacter le ministre, ça ce sont les confidences du directeur de cabinet du ministre des Sports, n'est-ce pas? Il y a possibilité de contacter le ministre à travers le téléphone portable sur certains sujets face auxquels, n'est-ce pas, le directeur de cabinet est embarrassé. Il prend l'avis de son ministre, il s'échange, il lui rend compte quotidiennement et il y a des propositions que le ministre lui fait. Selon l'urgence, si le ministre est encore sur le territoire, il ne manque pas de faire un crochet, ne serait-ce que pour 30 minutes, 1 heure, apprécier les choses qui semblent dépasser ses autres collaborateurs, donner son point de vue, donner les directives qu'il faut et se retirer, aller poursuivre son repos. Donc, les affaires courantes continuent de fonctionner. L'absence d'un seul ministre ou d'un ministre dans un ministère ne saurait bloquer le fonctionnement de ce ministère. Voilà. Oui, André. Oui, les ministres sont des êtres humains, hein, et ils ont besoin aussi de se reposer. Et les congés gouvernementaux ne sont pas synonymes de congés de l'administration. Hein. L'administration fonctionne normalement. Les ministères ne sont pas faits que de ministres. Ils sont faits aussi des cadres, des responsables, notamment des secrétaires généraux et directeurs de cabinet, entre autres. Maintenant, il faut plutôt s'interroger sur comment les ministres dépensent leur temps de congé. Où est-ce qu'ils vont en congé? Comment ils font leur congé? Et faire confiance à la presse, Paul, peut-être pour nous faire quelques révélations. Parce que c'est aussi intéressant de le savoir. Il me semble qu'au début de ce quinquennat, Patrice Talon fut en congé, en vacances au Maroc, il me semble à Marrakech, je ne sais plus où. C'est important de le savoir. Et on veut surtout savoir qui sont les ministres qui sont allés, qui ont profité de leur congé pour promouvoir le tourisme local. C'est ça, qui est allé voilà, dans le parc de la Pagari. Le parc est fermé le 15 août. Bon, peut-être qu'ils vont peut-être utiliser les... En tout cas, il n'y a pas de destination au Bénin, n'est-ce pas? Je prends l'exemple du parc. Le parc, il est fermé le 15 août, il est fermé. Il rouvre en octobre. Donc, peut-être qu'ils ont déjà fait des réservations parce que les réservations sont déjà faites. Si c'est fermé le 15 août, ils partent en congé le 2. Déjà, le 2 août déjà, ils ont encore... Ils ont 2 semaines. C'est ça? Actu Matin et les émissions de Canal 3 Bénin également partent en congé à partir du 2 août. Rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, les animateurs se reposent un tout petit peu. Il faut surtout rappeler que c'est une pure coïncidence, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Avec le gouvernemental. C'est juste pour un réaménagement de la grille de Canal 3, pour de nouvelles émissions, pour au départ, souffler une nouvelle dynamique à la maison. C'est un peu ça. Donc il faut mettre un peu les émissions en veilleuse, le temps
revoir un peu les choses pour mieux servir les téléspectateurs. Voilà. Allez, merci beaucoup, cher monsieur. Le plateau matinal du jeudi. Le docteur Sambo, je crois qu'il doit avoir eu des bribes d'informations relativement au débat. Il doit semble-t-il se rendre disponible pour demain, si c'est possible que vous le recevez, afin qu'il puisse davantage apporter des précisions sur le haut commissariat. Voilà. Et puis c'est utile. On rappelle rapidement le sujet relatif au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci Akimé Seydou Seni pour cette information. Nous aussi, nous allons parler de conflit dans Douralex. Oui, allez. Le conflit entre le père et la mère. Le père qui ne veut pas reconnaître sa paternité, là on va désormais des éléments pour agir. Et donc on va parler de cette loi-là, ce sera Douralex Sedlex. D'accord. Merci beaucoup Herman. Douralex Sedlex, ce sera juste après la pause pub. Ensemble, célébrons le foot devant l'UEFA Euro 2020 en direct et en HD sur les chaînes Canal+ Sport. Et pour profiter du meilleur des bouquets Canal+, réabonnez-vous à la formule supérieure pour bénéficier de 30 jours à Évasion Plus ou tout Canal+. Par exemple, si vous êtes abonné à la formule Access, réabonnez-vous à Évasion et obtenez Évasion Plus pendant 30 jours. Et si vous êtes abonné à la formule Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus pour gagner 30 jours à tout Canal+. Réabonnez-vous vite. C'est depuis 2015 que le législateur, au travers de la loi 2015-8, du 8 décembre 2015, avait déjà édicté que pour toute déclaration de naissance, la mère, elle est fondée à notifier ses données nominatives au service de l'état civil, mais elle n'est pas fondée à demander que l'on mette le nom de tel père sur la fiche de naissance aux fins de déclaration si elle n'apporte pas la preuve qu'au regard des tests en vigueur, celui-là pourrait être le père de l'enfant. Et cela se fait par deux moyens essentiels. Le premier, c'est l'acte de mariage. En effet, dans la logique de la loi, est père de l'enfant l'homme qui se trouve dans les liens de mariage avec la mère de l'enfant au moment où l'enfant est né. Et puis après, par extension, au moment où l'enfant est conçu. Cet enfant s'appellerait enfant légitime, n'est-ce pas, de son père et de sa mère, parce que étant issu du mariage. Parce que dans le modèle de société que nous avons bâti, au travers des dispositions de la loi, le mariage est quelque chose de fondamental pour la société. Et donc, l'enfant est légitime lorsqu'il est issu des arcanes d'un mariage. Et donc, lorsqu'une femme se présente dans un centre d'accouchement et veut déclarer les informations nominatives du père de l'enfant, une fois qu'elle a accouché, elle ne serait fondée à donner le nom d'un père que si elle apporte la preuve que ce père est son mari. Premier élément. Deuxième élément, mais tout le monde ne se marie pas et le mariage est un choix et personne n'est obligé à se marier. La réponse, c'est assurément oui, ils ont le droit à l'identité juridique. Mais quelle est la preuve que la mère pourrait apporter pour calmer l'inquiétude de l'agent de déclaration? C'est l'acte de reconnaissance de la grossesse. Ça, c'est la version du Code de l'enfant, donc issue de la loi 2015-08, du 8 décembre 2015. Mais dans la loi 2020-34 du 6 janvier 2021, le législateur a rendu plus clair l'esprit de la loi en précisant qu'il s'agit de l'acte de reconnaissance de paternité. Ça veut dire que même si pendant la grossesse, pendant les consultations prénatales, la femme n'a pas pu obtenir la signature de
d'un acte, d'une déclaration de reconnaissance de grossesse, elle a encore la possibilité, une fois l'enfant né, d'obtenir cet acte de reconnaissance de paternité, c'est-à-dire un papier par lequel le père dit « mais c'est mon enfant, c'est mon garçon, c'est ma fille, remets-leur ça ». Mais c'est un plaisir de réclamer la paternité de son enfant. Mais il arrive, et ça c'est les réalités sociales, je ne vais pas dire sociologiques, parce que si je parle de sociologie, c'est comme si c'est dans nos mœurs, mais voilà des réalités sociales et qui inquiètent. Ou une mère, c'est que l'enfant n'est pas de tel père, mais peut-être pour des raisons de conditions de vie et autres, dit bon, et dans la période il y a eu mélange, mais elle sait, hein, elle préfère donner l'enfant, attribuer. Si vous lisez bien la loi dit aucune mère n'est autorisée à attribuer. Donc, les données nominatives de tel père à un enfant, si elle n'apporte pas la preuve de la reconnaissance, alors l'autre n'a pas reconnu. Et s'étonne de ce qu'on lui parle d'une grossesse. Mais à son insu, on s'est arrangé pour déclarer qu'il est le père. Et on dit, il consomme. Il avait consommé du plaisir, mais ok, il doit consommer cela aussi. Mais ça crée d'autres contentieux où les enfants sont les perdants. Les enfants souffrent. Ça, c'est un premier élément, n'est-ce pas? Un deuxième élément, la femme n'est même sûre de rien. Elle regarde dans l'air et elle attribue à l'un de ceux qui ont pris par là. C'est des réalités. Vous savez, c'est des questions taboues dans notre société. Mais si le débat est porté dans la tribune publique, il faut y aller directement pour montrer pourquoi Doura l'Est, mais cède l'Est. On a forcément besoin que celui à l'insu de qui l'on voulait faire la déclaration est bien conscient qu'il est le père et qu'il devra faire face à ses obligations de père. Mais dans les cas où le père ne se reconnaît pas père, il ne fait pas face à ses obligations de père. Or, il a des devoirs de père. Le législateur n'a pas voulu rester dans le flou. Il est allé donc loin en disant, au fait, ce que je réclamais, ce n'était pas que une simple reconnaissance de grossesse, c'est l'acte de reconnaissance de paternité. Parce que nous n'avons pas pu faire le mariage, mais il ne faut pas que les enfants issus de nos relations souffrent de cela. Et donc, il y a un papier qu'il faut signer. Vous savez, l'ANIP a joué sa partition en rendant disponible un modèle de l'acte de reconnaissance de paternité qui est déjà au niveau des services d'état civil. Et les gens sont en train de faire, hein, les gens sont en train de signer les actes de reconnaissance de paternité lorsque leur enfant est issu donc de relations non matrimoniales. Maintenant, ou extramatrimoniales. Maintenant, ce débat, ce n'est pas forcément pour amuser la galerie, mais c'est également pour rappeler aux gens qu'ils ont des démarches à faire, qu'ils ont des devoirs à accomplir lorsqu'ils sont parents. Il faut le faire. Ça ne coûte rien pour un homme sincère et honnête de dire « je reconnais que c'est mon enfant ». Mais ça devrait rassurer la femme. Mais lorsqu'il dit « ce n'est pas mon enfant », mais c'est le point de départ de quelque chose. Je ne voulais pas donner de la consultation juridique, mais ça ouvre droit à autre chose. La femme a des droits à faire valoir, mais l'enfant aussi peut être protégé par des services sociaux.
Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benetrack Insecurity vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Allez, on chausse les crampons, les chaussures et nous allons sur les aires de jeu. Bonjour à vous, Ali Moumouni. Bonjour Christian. Bienvenue. Oh, merci. On fera un tour très rapidement à Grand Popo et Commun. Oui, on parle bien entendu du championnat national score, la phase finale bien entendu, qui a démarré depuis hier. 5 jours, bien sûr. Ah, 5 jours, voilà, on en parle. On en parlait bien sûr. Ah oui, voilà, je parlais des finales, de la finale ou des finales? Des finales, oui, les demi-finales qui ont été disputées hier. Et donc, on aura sur ces images la rencontre disputée en dernier hier, donc c'est-à-dire dans l'après-midi entre Comé et Lalo. Donc, c'était cette demi-finale qui mettait fin pour cette étape de la compétition. Et donc, au stade de Comé est arrivé à bout de son adversaire Lalo. Comé d'abord qui commence par prendre l'avance sur ce but. Vous voyez le gardien qui a mal apprécié la frappe du joueur de l'attaquant qui également a très bien croisé sa frappe et qui prend l'avance sur Comé, donc et sur Lalo, pardon, pour Lalo qui revient également au score voilà, au cours de cette même période. C'était la première mi-temps et donc dans la même période ce serait maintenant les joueurs de Comé qui vont donc prendre l'avance maintenant et inscrire le deuxième but pour s'imposer à l'arrivée sur le score de 2-1. Vous allez voir le but tout à l'heure. Une faute de main de gardien. Bien entendu, c'est ce qui arrive. Voilà, bien sûr. Il a mal apprécié la trajectoire. Il a mal apprécié et c'est ce qui arrive souvent, surtout avec les jeunes. Vous savez, ce sont des jeunes de 16 ans et qui, pour la plupart, ma foi, ne sont pas dans des centres de formation, n'ont pas réussi certaines formations qu'il faut. Alors, il y a eu des pleurs également. Voilà, il y a eu beaucoup de pleurs, voilà, des émotions, de très belles images qui nous ont été rapportées par l'OPSU. Et donc, voilà, Christian, c'était donc la rencontre d'hier, la deuxième demi-finale au niveau des hommes entre Comé et Lalo. Comé qui s'impose donc à l'arrivée sur le score de 2-1, un peu plus tôt, comme sur le programme. Donc, Avrancourt au niveau des hommes, bien entendu, au niveau des garçons, était face à Banter. Avrancourt s'est imposé voilà, sur le score de 2-0. Chez les filles, il y a Bassila qui s'est imposé 3-0 à Dobo et puis Grand Popo qui s'est incliné face à Dora de Porto Novo, bien entendu, le CG Dora, sur le score de 2-0. Donc la finale, c'est aujourd'hui. Au niveau des garçons, on aura Avrancourt face à Comé, Vittorie face à Lalo, bien entendu. Et au niveau des filles, il y aura également Comé qui revient. Voilà, qui sera. Et donc, Comé qui est représenté de part et d'autre. Pardon, il doit avoir une erreur. Ce serait donc Bassila qui sera donc pour cette finale au niveau des filles et non pas Comé. C'était donc une erreur de saisir. Christian, voilà donc ce qui concerne cette compétition des jeunes de moins de 16 ans organisée par l'OPSU voilà, depuis samedi dernier. Et donc, parlant toujours dans ce sens, on va parler des jeunes et Christian. Vous savez, les réformes évoluent très vite au niveau du football béninois et bientôt, certainement à partir de la saison prochaine, le club Taneka FC que vous connaissez très bien, qui évolue du côté de Natitengu, deviendra Coton Sport et à cet effet, le volet formation revient exclusivement à Adrien Ouadjinou, le président de Taneka que vous connaissez également. Voilà, vous rappelez de certains joueurs qui ont pris part à ce centre. On parle bien entendu de Saturne Alagbe qui évolue du côté de Niort. Il y a également Nabil Yaro qui évolue du côté de Eyimba FC, du côté de Nigeria dans la Ligue professionnelle du Nigeria. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le président Ouadjinou ne perd pas du tout du temps. Et donc, voilà, avec son ancien nouveau rôle, voilà, qu'il retrouve désormais, et avec son centre, l'association pour la promotion des sports, études, arts, métiers, pour le bien-être social,
Taneka. Il organise dès le 30 juillet, donc c'est-à-dire à partir de demain, des tests de détection des joueurs talentueux et devinez qui conduit l'équipe de recruteurs. C'est Edmé Kodjo, l'expérimenté qu'on connaît tous, que nous connaissons tous voilà, très bien. Quand il s'agit de la formation à la base, il est, je crois, le numéro 1 au Bénin. Et donc, c'est lui qui va conduire voilà, ces recrutements, tous ces jeunes. Voilà, donc le programme de cette tournée, ça commence à Kérou. Donc, déjà demain, 30 juillet à Kérou, au stade de Kérou, ce sera donc à partir de 9h. Ensuite, le 31, ils seront à Banikwara, à Kandi le 1er août, à Niki le 2, Ndali le 3 août, à Kopago le 5 août, à Djougou le 6 août, à Alejo voilà, à Alejo, ils seront à Alejo le 7 août, pardon. À Djougou, ils seront là le 5 août, comme à Kopago également, puisque c'est voilà, les deux. Donc, voilà, ils seront maintenant à Alejo le 6 août. Le 7 août, ils seront à Basila. Et puis ensuite, pour finir, le 8 août, ils seront à Waké. Toute la détection démarre à 9h. Et tous les jeunes désireux, bien entendu, prendre part, du moins rejoindre le centre Taneka, sont invités à se munir de leur identité. Non, de leur adolescence biométrique ou carrément de leur souche, parce qu'on sait ce qui se passe souvent avec les âges. Avec les âges. Donc voilà, ce sont des dispositions pour éviter tout ça. Voilà. D'accord. Les Jeux Olympiques? Oui, on en parle toujours, Christian. Et donc, après Privel-Nkanté et Celtus de Souyovo, 3 autres Béninois vont plancher demain. Christian Noëli Yarigo pour les 800 mètres, Nafissa Toradji pour les 50 mètres nage libre et Marc Pierre Danso pour la nage libre de 50 mètres également. Mais chez les hommes, le rendez-vous donc est pris pour voir Noëli Yarigo compétir à partir, plancher bien entendu, à partir de 2h30 minutes. Ce vendredi matin. D'accord. Donc, la suite. Voilà, c'est les rencontres disputées hier au niveau des hommes. On parle de football là. Et donc, la France qui était face au Japon s'est imposée sur le score à l'arrivée de 4-0. L'Afrique du Sud s'est inclinée sur le score de 3 buts contre rien. Voilà pour les Mexicains. La Roumanie et la Nouvelle-Zélande se sont séparés 2-2, score nul et vierge de 0 but partout. La Corée du Sud a atomisé l'Honduras sur le score de 6-0. L'Espagne et l'Argentine se sont séparés également sur un score de parité, 1 but partout. L'Australie s'est inclinée face à l'Égypte. Là, une fierté pour l'Afrique. 2-0 pour l'Égypte, l'Australie. L'Égypte qui se qualifie bien entendu. L'Australie et l'Allemagne, qui s'impose à la Côte d'Ivoire sur le score de 3 buts contre 2, et puis voilà, l'Arabie Saoudite et le Brésil. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire, c'était un score de nul de 0 but partout, et le Brésil qui s'est imposé à l'Arabie Saoudite, je crois, c'est 3 buts. Une petite erreur dans le tableau. Petite erreur dans le tableau. Christian, on parle maintenant du basketball. Il y a donc les différents résultats des matchs disputés hier et ce matin également. Et donc ce matin, c'était la Slovénie, voilà, en bas de ce tableau, qui était face au Japon. La Slovénie s'est imposée sur le score de 116-81. Rencontre disputée ce matin à 5h40 minutes. Et donc avant ça, il y a eu hier donc la République tchèque qui s'est inclinée face à la France 97-77. L'Italie qui s'est opposée à l'Australie 83. Qui s'est inclinée face à l'Australie 83-86. Une rencontre très serrée. Aujourd'hui, on aura donc les affiches au niveau des dames. On aura donc le Canada. Je crois le Canada qui sera face à la Corée du Sud. Non, ça c'est les résultats au niveau des dames. Christian, ce serait donc le Canada qui s'est imposé ce matin face à la Corée du Sud, 114 à 53. Christian, voilà. Donc aujourd'hui, donc on aura les résultats, les affiches de ce jour. Chez les hommes, on aura l'Espagne qui sera face à l'Argentine, donc au niveau des hommes, et au niveau des dames, l'Espagne également qui sera face à la Serbie. Donc voilà donc pour ces matchs des tours préliminaires au niveau du basketball. Christian. C'était les sports. Merci à vous, Aline, pour toutes ces informations. Demain vendredi, vous serez avec nous. Oui, bien entendu. D'accord, merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va boucler avec le retour sur l'actualité au Bénin, décryptage de l'actualité telle que traitée par les journaux ce jeudi matin avec Narcissa Lossé. Chez vous, c'est la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, les membres du gouvernement seront en congé dès le 2 août prochain. L'information fait la une de tous les journaux ou presque, parus ce matin.
Le quotidien Fraternité et l'autre quotidien précisent que les membres de l'exécutif partent en congé pour 3 semaines. Ce sont des vacances méritées par Patrice Talon et son gouvernement après des mois de travail, écrit en gros titre le journal L'Autre Vision. Ainsi, l'équipe gouvernementale se retire momentanément des dossiers de la République, souligne le quotidien Fraternité, pour lequel ces congés visent à permettre au ministre de trouver un peu de temps pour rester en famille, de se remettre d'aplomb afin de revenir avec plus de tonus. Conséquence, pas de conseil des ministres avant le mercredi 28 août prochain, s'exclame le Canard de Ménotin, qui nous rappelle que ces vacances ne sont pas synonymes de cessation de travail au sein des ministères. Ces derniers seront toujours fonctionnels, ajoute la publication. Le journal L'Autre Vision indique que ce sont les premiers congés du gouvernement depuis la réélection de Patrice Talon à la tête du pays au terme du scrutin du 11 avril 2021. Mais avant ces congés, les membres de l'exécutif ont tenu hier mercredi leur traditionnel conclave hebdomadaire. Une rencontre à l'issue de laquelle décision a été prise de délocaliser la Société des Ciments du Bénin de la zone industrielle de Ganhi. Zone commerciale de Ganhi, la délocalisation de la SCB actée, pointe le quotidien La Nation. Selon le communiqué du Conseil des ministres publié à la page 2 du quotidien Fraternité, l'existence de cette société dans une zone de grande concentration urbaine est source de désagréments causés aux riverains, de même qu'à l'environnement. Lutte contre la pollution, écrit l'autre quotidien à sa de une. La cimenterie de la SCB doit être délocalisée de Ganhi incessamment. En tout cas, la délocalisation de la SCB de la zone industrielle de Ganhi est tranchée, s'exclame le journal Palmarès, qui pointe le deadline en bas de une. C'est pour le 30 juin 2021 au plus tard, croit savoir mon confrère. Pour le quotidien Le Challenge, le gouvernement règle un problème environnemental de taille avec ce projet de délocalisation de la Société des Ciments du Bénin. Parallèlement à cette décision, plusieurs nominations ont été prononcées à l'issue de ce Conseil des ministres. Le quotidien Le Challenge précise qu'il y a eu 13 au total et au ministère de l'économie et des finances. Conseil des ministres, 13 nominations chez Wadaï, pointe le journal Palmarès en haut de une. Parmi ces 13 nominations, le quotidien Fraternité fait un plein feu sur celle d'Adam Dende Afo à la tête du service financier au ministère de l'économie et des finances. Une nouvelle direction qui, selon le journal, est créée du fait des réformes en vigueur au Bénin. Cadre et mérite au parcours exceptionnel, écrit Fraternité, Adam Dende Afo est donc le premier à occuper ce poste de responsabilité. À ce titre, poursuit mon confrère, il aura pour mission la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'assurance, de supervision bancaire, de microfinance et de la stratégie en matière d'inclusion financière. Diplômé de 3e cycle en gestion des entreprises, rappelle Fraternité, Adam Dende Afo était depuis 2018 conseiller technique à l'inclusion financière du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagné. C'est un parcours d'un bon cadre, conclut le Canard de Ménotin. Dans la suite, ce matin, l'éducation avec l'identité des meilleurs élèves au baccalauréat de session de juin 2021 qui vient d'être connu. Baccalauréat session de juin 2021, le premier au plan national a eu une moyenne de 18,66 sur 20 avec un bac obtenu en série D, affiche en manchette le journal Palmarès. Le quotidien Fraternité y va avec beaucoup plus de précision et dresse dans ses colonnes le nom de ce génie. C'est Fréjus Josué Godémé à l'état civil. Selon Fraternité, il vient du collège privé Sainte-Joséphine Bakita Tabomekalavi. En deuxième position, poursuit mon confrère, une jeune fille du nom de Cristal Yacinde Ilom Gaga du lycée des jeunes filles Général Mathieu Kérikou de Natitengu. Elle a eu une moyenne de 18,31 sur 20 avec le bac à série C. Quant à Yakubu Felou Tchani, qui vient du collège catholique Saint-Augustin de Natitengu, il est 3e du Bénin avec une moyenne de 18,31 sur 20 aussi, avec le bac à série C. Le quotidien Fraternité en a profité pour publier la liste des établissements scolaires qui ont réalisé les 100% de réussite au baccalauréat cette année. Le même sujet fait la 2 de 1 du quotidien Challenge, qui nous apprend qu'au total, 259 candidats ont obtenu la mention très bien. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Allez,
9h partout au Bénin. Chez vous, c'était votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du jeudi. Rendez-vous demain avec notre sujet fait de société. Par la suite, nous aurons également des invités à recevoir en plateau. D'ici là, portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.